ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, Homa ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدمنا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Fréquence Foot. Libre sur le web. Bienvenue sur Radio Ma'arif, nouveau podcast foot. Et pour parler de ces extraordinaires quarts de finale, on a convoqué un casting international. On est allé chercher des gens qui étaient qualifiés en demi-finale. Alors avec moi aujourd'hui pour la première fois depuis Tanger, Julie Rosselin, un peu déstabilisée parce que d'habitude sa saison se termine en avril. C'est une supportrice du PSG. Elle est toujours là, qualifiée. Moche. Avec l'équipe de France. Bienvenue Julie. Effectivement, puisque d'habitude, je suis l'équivalent du Mexique, à savoir sorti immédiatement après les huitièmes Voilà, avec le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, et merci Reda. de nous recevoir à Tanger. Bienvenue à Tanger, c'est un plaisir de vous recevoir. Et comme rien ne nous fait peur et que Tanger a une dimension mondiale, nous avons trouvé Olivier Stezel. C'est comme ça qu'on dit ? C'est tout à fait comme ça, oui. Voilà, Olivier de Bruxelles, Oui, de Bruxelles. globetrotter industriel. Je pense qu'on dit Bruxelles. De Bruxelles, Ah pardon. oui, tout à fait. On dit Bruxelles. Et oui, je globetrotter parce que j'ai vécu beaucoup en Amérique du Sud, Mhm. ou en Brésil, Argentine, Chili, Pérou. Bon, très bien. Et là, on va parler de l'équipe de Belgique. Exactement. Bon, c'est super. Alors, première question. Quand vous entendez ces demi-finales, donc annoncées France-Belgique, et puis Croatie-Angleterre, et puis que tout le monde la grogne un petit peu à droite à gauche en disant « Ouais, c'est un mondial au rabais, il n'y a pas l'Argentine, il n'y a pas l'Allemagne, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas l'Espagne ». Ça vous fait quel effet, là, d'être comme ça vous sentez un petit peu comme le Raja en finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça vous fait quel effet, là ? Dites-moi comment vous sentez. Non, moi ça me fait plaisir parce que je trouve que de toute façon c'est important dans le football aussi qu'il y ait du renouveau. Et très franchement, déjà il y a du renouveau dans les équipes et en plus il y a du renouveau dans les coachs. Et moi ça me fait plaisir de voir des nouveaux coachs arriver comme ça en demi-finale, du Southgate, du Deschamps. Vraiment, je trouve que ça c'est une très bonne c'est pas chose. vraiment un nouveau coach, Deschamps. Hein. Non, c'est pas un nouveau coach, mais enfin jusqu'ici il n'était pas en demi-finale de Coupe du Monde. Julie, t'as oublié Martinez. Oui, Martinez, bien sûr. Ouais, et tant qu'à faire, tu as oublié l'impavible Stanislas Tcherchesov, Voilà. l'extraordinaire coach Ouais. russe, dont le flegme a illuminé cette Le flegme, le physique, Mhm. les attitudes, c'est un personnage qui va nous manquer. Bon, alors la Belgique est là. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Belgique ? Alors moi, je vais quand même vous rappeler 2-3 faits. En 2014, la Belgique perd contre l'Argentine en quart de finale. 1-0, oui. 1-0, alors qu'on les présentait comme une énorme équipe. Et d'ailleurs, il y avait dans cette équipe déjà Compagnie, Vertonghen, Courtois, Fellaini, Hazard, Chedli était là, Lukaku également, Mertens était sur le banc. 2 ans plus tard, ils sortent contre le Pays de Galles 3-1, c'était à peu près la même équipe. C'est une équipe dont on voyait toujours qu'elle avait un énorme potentiel quand on regardait les noms qui étaient inscrits sur la feuille de match, mais en même temps, on n'a jamais eu une performance du niveau de celle qu'elle a fait contre le Brésil. Raconte-nous un peu comment tu as vécu ça. Eh ben, c'est une équipe qui a une génération dorée, ce qu'on appelle la génération dorée, donc des bons joueurs, d'excellents joueurs qui évoluent dans des clubs européens, en Angleterre principalement, et je crois qu'il y a eu un changement de coach qui a fait que l'équipe aussi a gagné en maturité. Et je crois que c'est notre Coupe du Monde, cette Coupe du Monde, c'est la... Ah, carrément. Ah oui, je crois que c'est la Ah, nôtre. vous avez tapé la France. Ah, et on espère bien, oui. D'accord. Parce que quand on regarde un petit peu le parcours de l'équipe, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de réveil mental à 2-0 contre le Japon et qu'on se retrouve avec des joueurs qui enfin respectent leur statut. Eden Hazard en tête, qui a été monumental contre le Brésil. Lukaku qui est un formidable combattant, De Bruyne qu'on savait surdoué mais qu'on avait rarement vu à ce niveau, etc. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est pas le réveil. Maintenant, on voit un réveil parce qu'on est en demi-finale, mais il faut savoir que la Belgique a 24 parties sans perdre. C'est-à-dire qu'elle est invaincue depuis 24 parties. Donc c'est une évolution, elle est dans ce qu'on attend d'elle. Et je crois qu'elle arrive à son niveau là. Moi, je suis assez d'accord avec Reda. Je trouve que effectivement, à cette mi-temps contre le Japon, je trouve qu'on a tous senti un déclic quand même dans cette équipe, une sorte
d'homogénéité d'un seul coup trouvée. Je pense qu'ils sont vraiment passés d'une équipe formée de beaucoup de très très bonnes individualités à un vrai collectif. Et moi, c'est vrai que je l'ai senti à cette mi-temps, même si on en parlait avant. C'est vrai que la Belgique a fait des bons matchs de poule. Ouais, mais un match comme ça, référence. Et avait en fait la possibilité, et c'est marrant parce que finalement c'est un peu la grosse différence avec l'équipe de France, c'est que je trouve que l'équipe de Belgique avait cette faculté à hausser son niveau de jeu très haut, mais aussi à le retrouver parfois très bas. Alors que l'équipe de France, c'est l'inverse, je trouve. C'est une équipe qui a un niveau de jeu qui ne monte jamais très haut, mais qui ne descend jamais très bas. Il y a une sorte de constance. Après, c'est un gros sujet, ça, la France. Et du coup, je trouve que cette Belgique-là a trouvé une constance, et ce match-là, il est forcément référence dans l'histoire du football belge, ce Moi, match déjà, contre le Brésil. je voudrais signaler quelque chose à mon nouvel ami Olivier. C'est que nous, on a un rapport spécial avec le foot belge, parce que ceux qui ont mon âge ont regardé longtemps des Coupes du Monde à la télévision marocaine avec Arsène Vaillant, qui était commentateur belge de la RTBF, je pense. Oui, tout à fait. Et en particulier en 86, lors de cette Coupe du Monde, vous arrivez en demi-finale, je pense. Oui. Perdez contre Maradona. Exactement, un superbe goal de Maradona, pas aussi beau que contre l'Angleterre, qui était aussi un superbe goal. Mais il y avait dans cette équipe Gerets. Il y avait Gerets, il y avait Keulemans, il y avait Pfaff, le fameux Jean-Brive Pfaff. Et c'est dingue, hein, les goals belges ont changé entre les fous, là, les Pfaff et les Prud'homme, et l'espèce de sobriété de Thibaut Courtois, on a changé de monde. Hein. Ah oui, mais Thibaut Courtois, il est très jeune, mais il est d'une tranquillité impressionnante. Et c'est vrai qu'il c'est un style un peu différent de. C'était l'homme du match hier, non? Ah oui, il a fait le dernier arrêt contre Neymar est fantastique. Même en première mi-temps, il en sort une du Coutinho qui est énorme. C'est difficile de sortir quand même un homme du match, je trouve, de ce match-là. Moi, j'ai trouvé, par exemple, que Eden Hazard a été fantastique, vraiment fantastique. Et justement, je suis d'accord, mais à partir du moment où les Brésiliens ont eu des occasions, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au but, les Brésiliens. Ils n'ont pas été mis en échec. C'est-à-dire qu'ils sont pas englués dans un système défensif. Le système défensif était bon avec le rideau. Là, on a vu Witsel et Fellaini énorme en premier rideau. On a vu le replacement. Mais en même temps, ils sont arrivés au but. Et tu as l'impression que Courtois a annulé des buts. C'est-à-dire que Courtois qui sort du passé là avec tu vois son air un peu du général de Gaulle, je crois qu'il y a 9 ou 10 Yachine. tirs cadrés, il me semble. Il y avait quelque chose de désespérant dans la façon qu'il avait de sortir ça, quoi. Je sais pas comment vous l'avez vu vous, moi je l'ai vu comme ça. Hein. Après moi j'ai vraiment senti, je suis désolé de dire comme ça, mais moi j'ai trouvé que c'était un match qui était quasiment proche du match miraculeux en fait, parce que effectivement il y a quelque chose de très audacieux au début avec cette défense à 3 quand on attaque, à 4, enfin c'est vraiment basé sur de l'aller-retour et ça fonctionne très très bien sur la première mi-temps, aussi parce qu'il y a le scénario du match qui fait que c'est extrêmement chanceux d'inscrire ce premier but, mais qu'après sur la deuxième partie du match ils sont quand même totalement en souffrance, les Belges. Oui, ils sont en souffrance. Non, à partir de la 70e minute, parce que je veux dire la 75e minute, pardon. Non, oui, c'est important, bien sûr. Non, parce que c'est vrai, il y a eu les Brésiliens ont été assez, ils devaient marquer 2 goals, mais je crois que on était en souffrance à partir de la 75e minute, à partir du goal du premier goal de Renato Augusto. La tête. Ouais. Après, oui, on a souffert, mais sinon il y avait un certain contrôle. Ce que je regrette, c'est pas avoir marqué le 3e, parce qu'il y a eu des opportunités de contre. Et qu'il n'y a pas eu je crois que Lukaku à un moment fait un débordement, un rush vers le goal où il s'est trompé, mais il y a eu je crois qu'il a manqué à une contre-attaque. Mais Olivier, tu n'as pas flippé un petit peu quand tu as vu que Martinez sortait Lukaku? Tu t'es pas vu t'embarquer dans des prolongations sans Lukaku? Non. Enfin, moi j'ai vu ça. Non. J'étais calme. Non, j'étais calme parce qu'on a heureusement l'équipe est non seulement il y a 11 joueurs, mais il y a aussi une réserve qui est assez forte. D'ailleurs, on l'a vu contre l'Angleterre, ils ont gagné contre l'Angleterre 1-0, qui est un match un peu spécial parce que les deux équipes avaient Vous voulez perdre? Voulaient perdre. Voilà. Et c'est la Belgique qui a gagné, enfin qui a perdu. Oui, qui a gagné, qui a perdu parce que on considère sur papier que le deuxième tableau est moins fort. Et on l'a vu aujourd'hui avec quand même des équipes d'Angleterre et de Croatie qui sont des équipes quand même, il faut les battre. Hein. Et finalement, c'est la Belgique qui gagne parce que l'apport de confiance que représente cette victoire contre le Brésil est, à mon avis, l'argument majeur qui en fait, en quelque sorte, entre guillemets, les favoris face à la France. Favoris, je dirais pas. Je crois que c'est 2 équipes très très belles. Mais c'est-à-dire que dans le parcours, à un moment donné. Attends, excuse-moi. Oui, mais à un moment donné, dans le parcours, tu as un parcours qui est un peu plus faible.
On a vu le match ensemble, excuse-moi de te couper, mais j'ai entendu quelque part des gens dire on aurait quand même préféré un France-Brésil, tu vois. Comment tu vis oui. Olivier? Et on me l'a dit il y a 5 minutes, hein. Vas-y, On lâche-toi. m'a dit une Française qui savait pas que j'étais belge, m'a dit oui, on aurait préféré un France-Belgique. Et je dis attends, moi je suis un France-Brésil. Et moi je suis belge. Non, je trouve qu'on mérite d'être là. Il y a Il un peu d'arrogance là, tu penses? Ouais, un petit peu, oui, mais on les aime bien comme ça. Hein, Eh ben, les Français. ça t'étonne. C'est ce que j'ai toujours dit. Défaut numéro 1 des Français, l'arrogance. Voilà, Bon, c'est moi comme ça. je vais vous poser une question, mais très sincèrement, si on met les 22 On s'accepte titulaires, entre voisins comme ça. si Entre on met voisins, les- entre si on met les presque la même 22 famille. si on met les 22 titulaires de Belgique et de France sur un papier, qu'on doit en prendre 11 poste pour poste, il y a très probablement du 50-50 au niveau de l'effectif. Oui, hein. très Le probablement. gardien, ça risque très fort d'être Courtois. Oui, encore que Hugo Lloris, on peut pas dire qu'il est démérité depuis le début de Oui, ce bon, mondial. on a quand même l'impression Courtois. Enfin, je veux dire, Sur les saisons, peut-être, si on prend peut-être les saisons. voilà, Encore que... Hazard va sûrement être dans cette équipe-là. De Bruyne, très probablement. Mais c'est difficile de faire Lukaku, parce que je crois c'est que le- difficile de faire de toute Lukaku, façon ce Giroud, genre il y a- de jeu voilà. parce que Ouais. Non, parce que dans quel schéma tu les fais jouer, C'est pas une qui tu question vas de avoir, schéma, de c'est qui tu pour vas avoir parler- besoin. Enfin, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a c'est- pas un effectif qui écrase l'autre. Alors c'est évident que tu as en France, il y a des gens qui sortent du lot. Kanté sort du lot, Mbappé pour moi sort du lot, il est monumental. Mais il y a d'autres postes où il y a un véritable match entre les deux équipes. Enfin, je sais pas comment vous le voyez. Oui, moi je crois que la différence on a heureusement trouvé un entraîneur, un sélectionneur qui a une stratégie, qui voit très bien, qui change de stratégie en fonction de l'adversaire. C'est vrai. Et je crois que ça c'est notre force et qui a le potentiel de joueur évidemment, mais il parvient à les faire changer de tactique, de structure de jeu. Et ça c'est une force que nous avons. Mais déjà la Oui, réflexion d'ailleurs, c'est un des seuls qui a en tous les cas testé, plus essayé de- des choses depuis le Je n'ai pas les début de ce mondial, statistiques. Oui, je n'ai pas les statistiques, mais j'ai l'impression que c'est l'équipe qui a fait jouer le plus de joueurs. Ouais, qui a fait beaucoup de turnover. Mais déjà la réflexion qui a conduit à l'arrivée de Martinez est originale. C'est-à-dire, ils se disent quoi, la fédération belge? Ils se disent, voilà, on a une équipe Première Ligue. On va ramener un coach spécialiste de la Première Ligue. Voilà. Son passage à Everton, on s'en rappelle. Parce que globalement, on a Lukaku, Manchester, on va pas tous les faire, Hazard, Bah, etc., tous, Chelsea. ouais. Voilà. On a une équipe Première Ligue, on va faire jouer cette équipe-là comme ça. Il y a une sorte de logique, mais qui n'est pas toujours présente dans ce monde-là du foot, qui aboutit à ça. Et puis il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu bizarre, parce que ça va vous faire bizarre pour les Français d'avoir Thierry Henry sur le banc d'en face, non? Je pense même que ça va nous faire mal. Honnêtement, moi, je pense que ça va me faire mal de le voir, parce qu'il y aura forcément un but belge, de le voir se réjouir d'un but belge, ça va être quelque chose. Imagine Reda, quoi. Imagine. Je sais Moi, pas, j'ai Chadli Fellaini. Voilà, exactement. Non. Donc, si tu veux. Non, c'est plus que ça. Jérémy, en équipe. Imagine qu'un de tes joueurs phares a gagné la Coupe du Monde, a gagné l'Euro et aujourd'hui. C'est-à-dire Mustafa Hadji, par exemple, avec l'Espagne, quoi, qui exulte sur la légalisation de Aspas après un corner à l'envers. Face à toi, Ah, face non, au là, Maroc. J'arrête les podcasts. T'imagines? Parce C'est que là, horrible. je vais C'est basculer horrible. dans la vulgarité. Non, je pense que ce sera très difficile Et à même vivre. sur Internet, Et je c'est pas me bien. demande, vu que le deuxième défaut des Français, c'est de politiser absolument tout, je me demande quelles seront justement les réactions au lendemain de ce match sur les différentes réactions Mais la réaction, qu'aura Thierry Henry. La Je réaction pense sera qu'il très va être vraiment simple. Si la discuté Belgique de très gagne, près. les Français diront c'est grâce à Thierry Henry. Ça, c'est clair. Comme ils l'ont fait d'ailleurs. Ils l'ont déjà commencé. Ils l'ont déjà commencé. Mais je crois qu'au niveau de l'entraîneur, la Belgique avait besoin d'un entraîneur étranger. Mhm. Il y C'est a- rare, Vous, pourtant. vous connaissez le problème de la Belgique, les problèmes linguistiques, Communauté. etc., et communauté. Et je crois que le football est fédérateur. Et avoir un entraîneur étranger, un sélectionneur étranger, je crois que c'était le moment d'en avoir un comme ça étranger. Mais il y a eu quoi comme sélectionneur étranger? Il y a eu Advocal, je pense, de tête. Oui, mais pas très longtemps. De tête, mais pas longtemps. Parce qu'on a souvent attaqué Wilmots sur les anciennes compétitions en disant qu'il n'avait pas su tirer le potentiel de Exact. ce qu'il avait. Mm. Et aujourd'hui, on a l'impression que on va te faire confiance. Alors c'est toi qui connais le sujet, on va dire que c'est Martinez. Et on va quand même te poser une petite question sur le contingent binational, parce qu'on a quand même l'impression qu'on est un petit peu dans cette équipe-là, avec Nasser Chadli qui est venu faire un match amical avec le Maroc pour je pense à l'époque de Guéret contre l'Irlande et qui n'a pas aimé l'ambiance de tête. C'est digéré cette histoire. Fellaini. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'accepte sincèrement tous les choix individuels. Ils sont respectables. Que tu hésites. Par contre,
poser des hésitations comme ça et des À vrai atermoiements. dire, moi je trouve ça, je trouve ça maladroit. Je trouve ça un peu bizarre de devoir venir pour faire son choix. Voilà, exactement. En fait. C'est Je ça trouve ce qui me que dérange. ton choix, Voilà. c'est un choix que Tout tu dois avoir simplement. en toi, dans ta tête depuis très longtemps. Tu dois savoir dès le début Je pour suis quel club tu as pas. envie de jouer. Moi, je trouve Il ça un faudrait peu être un bizarre. petit peu taré pour en vouloir à un joueur de choisir un pays ou un autre. Je dirais, ça relève du choix personnel, du parcours de Bien vie, sûr. de l'affect, des relations avec les parents, avec le pays d'accueil, qui peut-être est même plus. Voilà, il n'y a pas de problème. Sauf que dire, comme il avait dit très maladroitement à l'époque, je viens voir l'ambiance, comme si tu étais invité dont deux potes font une soirée. Je suis désolé, je vais chez Abdullah, tu vois. Je vais venir 10 minutes, je vais voir s'il y a de l'ambiance et sinon je vais aller chez les autres. Voilà, ouais. je vais passer chez Si Mohamed voir commencer, ça me plaît pas en fait. Voilà. La nourriture est meilleure. Exactement, le Sa c'est femme un le fait déchet. bien, Exactement, voilà, c'est ça ce qui était agaçant. Et Fellaini, je sais pas, Fellaini dont le papa était professionnel au Maroc. Ouais. Il est né à Bruxelles, dans une commune de Bruxelles, à Etterbeek. Mhm. Il est bien introduit dans la communauté belge, en tout cas. Bon, je connaissais pas l'histoire de Chadli. Le fait est que, Il a été bon, effectivement, Chadli, hein, sur c'est le difficile de faire du gauche. politique là-dedans. Je crois que ces Mais joueurs-là. c'est pas du politique, Non, hein, c'est oui, des parcours de vie. Ouais, hein. ouais, ouais. Oui, c'est des parcours de vie, effectivement. Ces types, quand ils doivent choisir, je sais pas quel âge ils ont peut-être un manque de maturité. Et ce que tu viens de commenter, c'est sans doute vrai. Mais bon, le fait est là, et heureusement qu'on a eu, en tout cas, Chadli et Fellaini durant le match contre le Japon. Ils ont marqué des goals et on en est bien content. Et je crois que les Marocains aussi en sont fiers de leur Tu sais, prestation. il y a peut-être aussi une question de politesse en fait. Peut-être que le gars il vient une fois en se disant j'ai envie d'être poli avec mon pays d'origine, tu vois, je veux leur montrer que je vais pas dire non tout de suite. Ou Ça alors se il y a trouve, autre ça part chose, comme il y a ça, et autre- puis il y a c'est autre- juste il y a autre maladroit. chose, il y a autre chose. Moi je le vois dans les commentaires qui accompagnent les apparitions de Fellaini dans le maillot des Diables Rouges. On dit voilà, à l'époque Fethi Jamal ou quelqu'un d'autre n'avait pas repéré son talent. Voilà. Moi je conteste un petit peu ça. Moi je conteste Parce un que petit peu ça. déjà on est très nombreux à ne pas avoir repéré immédiatement le talent de Marwan Fellaini. Non, déjà il y a des parcours qui se déclenchent tard et des courbes de progression qui sont un peu bizarres. Et deuxièmement, il y a très souvent chez les binationaux l'envie de faire un choix qui est à la fois celui de se dire par exemple je vais jouer avec la Belgique, mais je voudrais qu'au Maroc on continue à m'apprécier parce que machin, la famille, les parents et tout. Donc on se dit qu'on a été maltraité par un sélectionneur qui t'a pas pris ou machin. Donc on s'invente très souvent. Je sais pas si c'est le cas, hein, mais ça arrive très souvent. En tout cas à l'époque où Fachel était entraîneur, il y avait Afellay Aissati qui était courtisé par la Hollande et le Maroc. Il y avait la volonté de jouer pour la Hollande, mais en même temps de faire en sorte que du côté du Maroc on ne sente pas le rejet parce qu'il y a effectivement de l'affect vis-à-vis du pays d'origine, et ça crée des situations où on va pointer du doigt tel technicien ou bien tel administratif qui n'a pas envoyé le bon billet ou tel. Quand tu choisis un pays, ça dépend pas tellement d'une sélection ou pas, ça dépend pas non plus d'un taxi qui arrive à l'aéroport ou pas, ça dépasse un petit peu ça, et j'ai l'impression que parce que c'est des situations compliquées, on essaye de ménager. Mais si tu prends le cas de Fellaini et Chadli, ce sont deux joueurs qui sont nés en Belgique, qui ont formés en Belgique. Ouais. Bon, Chadli a été invité bon, mais ils ont quand même un parcours tout à fait belge. Hein. Alors maintenant, raconte-nous comment vous allez faire avec la France là. Parce que sincèrement là, allez, vas-y. C'est une bonne question. Là, Non, je crois que pour moi, il y avait avant les matchs, il y avait trois équipes qui ressortaient du lot. Pour moi, il y avait le Brésil, il y avait la France et il y a la Belgique. Et donc on se retrouve contre la France. Pour moi, c'est du 50-50. On a Thierry Henry qui va les motiver, qui va les booster. Quel parcours quand même. Il n'a jamais joué en Belgique. En fait. Il n'a rien à voir avec la Belgique. Non, Comment rien. vous avez fait? L'Angleterre, j'aurais compris. Il est à Sky Sport. Tu vois, il est là. Il a fait sa carrière à Arsenal. Monaco, pourquoi pas, si elle avait une équipe nationale. Mais l'après-carrière de Thierry Henry est à mon avis un échec français terrible. Comme Ribéry, comme beaucoup. Non, mais Thierry Henry, c'est plus que ça, tu vois. Thierry Henry, c'est terrible quand tu vois que le gars n'a pas eu. Ce podcast est en train de basculer dans une espèce d'ambiance un peu tristouille. Noir, une ambiance noire, mais bien sûr. Mais c'est vrai que c'est terrible parce que tu dis que ce gars n'a jamais eu les adieux qu'il aurait dû avoir, le joueur qu'il était exceptionnel, que finalement il préfère être consultant ailleurs, que ses interviews sont extrêmement rares pour la France. Je crois que son rapport avec son pays est très difficile. Évidemment qu'il faut mettre ça en parallèle avec l'épisode Naïsna. Et je crois que Naïsna Bonita.
Naïsna Bonita. Excuse-moi. Je ne savais pas que Naïsna, ça te faisait penser à Naïsna Bonita. C'est donc Désolé. Mandzukic chante de bloc, bien sûr. Et tu crois que la main contre l'Irlande a joué un jeu? Possible. Les réactions. Mais de toute façon, de la main à l'Irlande au bus, tout ça, c'est encore trop présent. Et d'ailleurs, j'entendais, je rebondis sur ça, ça n'a plus rien à voir, mais tu as raison. aujourd'hui, je lisais sur Twitter, il y avait tout un débat sur le fait que la France n'est pas un pays de football. Et en fait, j'ai l'impression, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de supporters français qui se sont déplacés en Russie. Il n'y a pas beaucoup de chansons non plus. Il n'y a pas beaucoup de chansons, etc. Mais en fait, un effort. Je trouve que finalement, les pays étrangers oublient trop facilement que dans l'histoire très, très, très contemporaine de la sélection française, il y a eu un divorce terrible. Et que cet épisode de Naïsna, il est peut-être complètement oublié pour les gens, mais qu'il est très difficile à digérer pour les Français. Et qu'il y a quand même encore une période de... On n'est pas dans l'amour complet encore de cette équipe en fait. Elle a encore beaucoup trop à prouver. C'est un super thème. Du coup, je trouve que c'est très difficile de dire tout de suite, les Français n'aiment pas le football ou ne sont pas, c'est pas un peuple de football. Je trouve que c'est assez faux à vrai dire. Ok, écoute, on va faire une petite pause et on revient avec un petit turnover. Non, c'est un super thème et on va rester dessus. Merci beaucoup Olivier pour ces éclaircissements. On aura besoin de tes lumières une fois que vous serez champion du monde. On va faire une émission entière. En Belgique. Ojalá. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est C'est ça en espagnol, moi. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ta présence. On fait un turnover et on revient sur Radio Inch'Allah. Malif. Merci Ciao. beaucoup. Vous êtes sur Fréquence Foot. Bonsoir, c'est Radio Malif. Un petit turnover pour cette deuxième partie d'émission, puisque Julie, juste avant la coupure, nous expliquait, alors que la France est en demi-finale et qu'elle a même une tête de championne du monde, tranquillou, comme ça, au cœur d'un podcast dans les ténèbres d'Internet, les abysses de la toile mondiale, nous dit tranquille, voilà, la France n'est pas un pays de foot, ou presque un pays de foot. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors que vous êtes là comme ça en demi-finale, c'était une question énorme, et pour aborder ce thème complexe, nous avons convoqué sur place un spécialiste du foot français, monsieur Raphaël Delvolvé. Bonsoir, Reda. Je dis bien tu le dis bien. Mon prénom, mon nom de famille, très bien, parfait, mais dire que je suis un spécialiste, c'est un peu trop, peut-être. Bon, par contre, on va dire qu'on peut te trouver sur Twitter, donc tous les gens qui ont des choses à te répondre, comment on te trouve? Alors, vous tapez mon prénom et mon nom de famille, exactement comme l'a prononcé. C'est original. Et moi, D-E-L-V-O-L. Julie, mais tout le monde te connaît. Raphaël PH. D'accord. Ok. Ah. Alors, donc tu nous disais juste avant que, en fait, la France était toujours pas remise de Naïsna, c'est ça? Non, je disais pas qu'elle était pas. Non, je dis pas qu'elle est toujours pas remise, mais je dis que je pense que pour une partie du public français, c'est encore quelque part un peu présent, et que je pense que tant qu'il y aura pas, je pense que l'euro a un peu effacé la chose, que d'être finaliste ça a aidé, mais je pense que pour une partie des Français, il y a toujours malheureusement un côté un peu. Non mais attends, vous êtes compliqué là, vous avez. Bien sûr une qu'on est super compliqué, équipe, troisième Mbappé. défaut. Voilà, exactement. Vous êtes là en train d'aller chercher. Je veux pas dire chercher les problèmes dans le passé, alors que vous avez une super équipe. Mais il reste Reda, 4 mais équipes. bien sûr. Vas-y, Mais Raphaël. Reda, en 2010, on a une super équipe aussi. En 2010, on a une bonne équipe aussi. Ouais, on a des belles individualités, c'est vrai. C'est pas une mauvaise équipe en 2010. Non, c'est pas une mauvaise équipe, mais, Mais enfin, c'est il fallait qu'elle descende du bus l'Archouma déjà. 2010. Ouais. C'est l'Archouma absolu. Et c'est là qu'on voit le travail extraordinaire qu'est en train de réaliser Deschamps. Ça me rappelle une chanson de Manonera qui s'appelle Hchouma Football Club. Non mais je sais pas quelle sélection dans le monde a vécu ce qu'un Français a vécu en 2010. C'est un traumatisme. Bien sûr qu'il y a eu un divorce, en tout cas entre une certaine partie de la Mais population finalement, c'est française bizarre ce et que vous son me équipe dites, de France. parce que moi j'étais en France par exemple dans les années 90, on peut pas dire que le football transpirait par toutes les pores de la société. Je me rappelle de même de la Coupe du Monde 90, j'étais en cité universitaire et je négociais pour qu'on mette dans la télé unique T'es en quelle année, là un Brésil-Argentine 90. Eh bah oui. Voilà. Mais 8 ans après, Donc en fait la France l'amour découvre. a duré de 98 à 2010, c'est ça ce que tu es en train de nous dire. Et que aujourd'hui là, alors qu'il y a une super équipe et que je la trouve très forte, sincèrement, on est encore c'est quoi, c'est l'affaire Benzema, c'est quoi? Vous êtes Oui, encore... je pense que oui, je pense que toutes les affaires ultra politisées quand elles n'auraient pas dû l'être ont forcément un petit peu entamé la chose, et je pense que les garçons qui jouent aujourd'hui sous le maillot de l'équipe de France, qui n'ont très franchement rien à voir avec ça, je pense que oui, ils payent un peu l'image qu'ont les Français.
Reda, aujourd'hui, la Coupe du Monde, on n'est plus en train de commenter la Ligue des Champions. On n'est plus pour les gens qui aiment vraiment le football. C'est ça qui est bien dans ce tournoi. Dans ce tournoi, c'est que on accueille tout le monde. C'est qu'on accueille tout le monde. La grand-mère, la tante. Exactement. Ma famille a une option sur exactement. C'est que depuis le mondial, et là, on a regardé le match et tu le vois, on a des gens qui ne connaissent même parfois pas forcément bien les règles, qui ne savent pas qui joue ou qui est important ou non, et qui sont tous dedans. C'est ce qui est beau dans cette compétition, justement. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'aime pas tellement quand les gens se disant ultra connaisseurs du football disent ah ouais non mais c'est horrible, on va se taper telle équipe contre telle équipe, ils jouent super mal, etc. En fait, on n'est pas vraiment sur la qualité du jeu dans la Coupe du Monde. Non. Si on a envie de voir du très beau jeu, on n'est pas sur ça. Et donc, du coup, par contre, on est sur la Coupe du Monde des gardiens de but. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est du gardien de but. Une équipe qui gagne a un bon gardien de but de façon générale. Maintenant, ce que tu dis sur les meilleures équipes. De débat, là. Non, vas-y. Non, mais tu parlais des gardiens de but. Ouais, mais je disais parce que tu parlais de grands jeux. Je dis au niveau des gardiens de but, on a un grand jeu. Non, mais pour faire le lien avec ce que disait précédemment Julie, je pense que là, on a dans les 4 qui sont qualifiés, donc Croatie, Angleterre, France, Belgique, on a les 4 meilleures équipes qu'on a vues depuis le début du tournoi, en l'occurrence. Alors explique-moi, restons sur la France. Non. C'est la cour des grands. Moi j'ai un problème avec la France. Non, la Croatie, par exemple, a complètement déjoué sur les phases à éliminer, bien sûr, sur l'élimination directe, alors que le Brésil était nettement supérieur. Et si tu me demandes mon avis vraiment hier soir, je ne voyais absolument pas la Belgique gagner, parce que ce qu'on avait vu du Brésil, cet équilibre qu'avait cette équipe brésilienne était ultra impressionnant. C'est dingue, tu as attendu Olivier le Belge part. Ça aurait pu être le Brésil, j'aurais dit mais la même bien chose. sûr, pour ne pas quatrième défaut des Français, être quoi évidemment. Alors moi j'ai une question. Moi je regarde la France depuis, je sais pas, dès que j'ai l'occasion. Je la trouve très forte, mais je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle réduit la dimension de ses adversaires, que toutes les équipes qui affrontent la France ont l'air moins bonnes. Voilà. Je sais pas très bien si c'est une équipe de contre, une équipe d'attaque placée, une équipe de coup de pied arrêté. Je vois bien le Mbappé énorme, je vois bien Kanté énorme. Par exemple, pour moi, c'est les deux. Je vois bien que la défense est solide, que Umtiti Varane, ça a pris une autre dimension. Mais en même temps, je sais pas très bien définir cette équipe, son style. Je vois pas ses limites, tout en me disant que dans un coin de ma tête, elle a vraiment aller au bout, ce serait pas un problème. Éclaire-moi. Le en même temps est à la mode en France. En ce moment. Explique-moi, j'ai vraiment mais je crois que j'ai du mal à repérer ses limites et j'ai du mal à définir son style. Je crois qu'il y a un peu de tout dans cette équipe de France. Et je crois qu'il faut un peu de tout pour gagner une Coupe du Monde. On l'a beaucoup critiqué sur ces 3 premiers matchs de poule qui n'étaient ni exécrable donc dans le sens tactique. Voilà, on a toujours gagné. On fait bien les choses, grosso modo. On a un bon gardien, on a un bon milieu de terrain et des attaquants qui ont des fulgurances au moment où il faut. Bon, la France, pour moi, n'a pas volé sa qualification en demi-finale. Non, c'est pas une question de voler, mais c'est une question de capacité à faire déjouer l'adversaire en Tu l'étouffant. as vu le match contre l'Uruguay? Oui, bien sûr. Alors pour moi, justement, celui-ci, il est emblématique. C'est-à-dire que je pense que la France, depuis le début, a la capacité de effectivement faire déjouer ses adversaires en s'appuyant sur les qualités de son adversaire. En fait, c'est-à-dire que par exemple, face à l'Uruguay, l'Uruguay, tu avais vu une équipe quand même athlétique et très bonne dans les duels. Et en fait, c'est exactement, et sans Cavani bien sûr, ce qui a constitué une grosse aide pour l'équipe de France. Mais en fait, je crois qu'ils s'appuient justement à chaque fois sur les qualités des autres, qu'ils prennent à leur compte. Et ce qui fait justement que tu as beaucoup de mal à définir quel est le style de cette équipe, parce que finalement, elle n'en a pas, et parce que je pense qu'elle est capable d'en avoir plusieurs. Et je pense qu'en plus, le choix de la liste de Didier Deschamps est finalement très intelligente, parce que je pense qu'il a dans sa boîte à outils, dans ses ressources, la possibilité de transformer cette équipe s'il le souhaite. La question c'est, va-t-il le souhaiter un jour? Ça c'est pas forcément évident, puisque on se rend compte que au final il joue quand même toujours un peu avec les on gamins. le sait, Deschamps c'est le top du pragmatisme. Bien sûr. Mais oui, mais je crois que ça tient en un seul homme, c'est Didier Deschamps. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de star dans cette équipe. Mais non, mais tu plaisantes quoi. Non, mais je crois qu'il y a l'intelligence tactique de Deschamps, et ça fait déjà 6 ans qu'on en mange de nous, supporters. Moi je peux pas entendre qu'il n'y a pas de star dans cette équipe, parce que c'est pas vrai. Non, mais il a des très bons joueurs. T'as des stars en devenir, t'as
des stars qu'on a peut-être surcotées, mais en tous les cas, je veux dire par exemple un mec comme Pogba qu'on a critiqué. Pogba pour moi c'est tient pas l'exemple l'équipe. typique de cette équipe que je n'arrive pas à juger. Pogba, je sais pas si c'est un génie, si c'est un joueur surcoté, Mais si Pogba, c'est quelqu'un qu'on a monté pour des raisons un peu de marketing, si c'est quelqu'un qui est décevant, et je suis pas le seul parce que j'écoute beaucoup de débats, et Oui, ben mais chaque bien sûr. jour j'entends autre chose. Je sais pas si Pogba est un milieu relayeur, si Pogba est un potentiel numéro 10 ou s'il est plutôt un numéro 6 ou s'il est un numéro 8, mais je le dis en toute humilité, Non, mais on sait pas. je ne sais pas si Pogba est un joueur surdoué qui est un peu nonchalant tactiquement, C'est ça. ou si c'est un type génial qui va éclater, je n'en sais rien. c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur qui a probablement été surcoté, qui a probablement eu du mal à assumer son étiquette pendant un bref moment de joueur le plus cher du monde. Mais c'est un gars, on l'avait vu à la Juve et on le voit maintenant en équipe de France, qui quand il est bien associé, fonctionne parfaitement. Et moi, vous ne pouvez pas me faire avouer l'inverse, que depuis le début de ce mondial, Pogba est excellent. Je le trouve excellent. À côté de Kanté, Raphaël. ils ont un volume franchement Non, mais bien exceptionnel. sûr, sur cette Coupe du Monde, mais je Bien pense sûr. faire un joueur à Kanté quand même qui, pour moi, montre beaucoup plus de régularité que Pogba. Ne Oui, il serait-ce montre que plus sur de régularité, mais en fait, Pogba, quand tu l'associes parfaitement, là, il peut donner vraiment toute la pleine mesure de Vous savez, son jeu. les supporters Moi, je de le trouve. Leicester, à l'époque, ils disaient D'autant que- qu'il est en plus dans un rôle beaucoup plus discret et qui finalement lui va assez mieux. Après, quand tu dis il n'y a pas de star, mince, Mbappé, purée, c'est quoi si c'est pas une star, c'est ce gars de la graine de Ballon d'Or, ça. mais qui nous a fait pour le moment un. Il a 19 ans, il a pas fait non, beaucoup mais de matchs, ouais. non, mais il a pesé sur le jeu, Tu vois il pas a, qu'il il a joue entre les pesé matchs, sur quoi. un match donc contre l'Argentine. Et il a fait, je le trouve, une très bonne première mi-temps contre l'Uruguay avant un peu de s'effacer quand même. Il était assez maladroit durant ses 3 premiers matchs, même durant les matchs de préparation, même avant cette Coupe du Monde. Voilà, je crois que C'est difficile. Didier Ah non, Deschamps t'es très, a une très emprise sur. Et tu dis c'est difficile ou non, il est difficile. Mais bien sûr que c'est non, difficile. non. Mais moi je te dis que face à la Belgique, quand il sera dans le couloir de Carrasco, Mbappé, tu vas te rendre compte de Il y la aura star pas qu'il est. Carrasco. Je rends à Carrasco. Deschamps ce qui appartient à Deschamps. Mais je crois Voilà. que Chadli, il est blessé. Je rends à Deschamps ce qui appartient à Deschamps. Voilà, pour moi, je pense que. Chadli est blessé à Oui, gauche. c'est ce que j'ai. c'est Donc ce que sans j'ai vu. Meunier à droite avec Mini Hazard à sa place, c'est sans. C'est une information, ça. Oui, non, c'est pour ça que j'ai pas envie de me porter la poisse, mais je pense que cette équipe de France peut battre la Belgique. Oui, bien sûr qu'elle puisse battre la Belgique, c'est une On jure évidence. de rien. Voilà, il faut pas tomber dans l'arrogance française, la suffisance française. Mais on a, Non, oui, même- en tout cas, on est à notre place. C'était d'ailleurs les objectifs qui étaient imposés à Laurent Blanc, à Didier Deschamps. Il devait faire demi-finale et il est logiquement en demi-finale de ce qu'on a vu de toutes les équipes pour l'instant. C'est la plus solide. Voilà. Mais c'est une équipe qui n'est pas flamboyante. Et D'accord. on est d'accord avec toi. Mais très C'est bien. une équipe de papa. Pour moi, c'est une équipe de papa. Pardon, C'est une Rida. équipe qui Pardon, ressemble à Rida. Deschamps. Oui, c'est une équipe de papa. C'est-à-dire, c'est voilà, C'est pas très sexy, mais ça marche. C'est pas sexy du tout, mais c'est responsable. C'est Voilà. comme je te le disais tout à l'heure, tu vas pas avoir un niveau de jeu extraordinaire, mais tu n'auras pas un niveau de jeu bas. Tu as une constance, et cette constance, à mon avis, Moi, sur un tout ce tournoi que comme tu ça, dis, tout ce que elle tu est dis, je ultra le importante. comprends. Le seul moment où je me suis dit, je suis parti dans cette analyse là que tu es en train de décrire avec une équipe qui est orientée résultat, un joueur qui a fait son ADN footballistique à la Juve, qui a été un milieu défensif extraordinaire, qui a un palmarès incroyable par rapport à ce qu'on peut imaginer de son talent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a gagné à peu près, Qui a tout gagné. qui a tout gagné, Ouais. Sauf qui le a- Ballon d'Or. qui a réussi à Monaco, Monaco en tant qu'entraîneur, qui a remis de la dignité à Marseille avec un titre de champion. Et à la Juve. Voilà. Et à Dans la un Juve. contexte Et à la très Juve qui difficile. fait remonter. Voilà. Et en même temps, moi je suis désolé, moi j'ai ce point j'ai ce plantage contre le Portugal en finale de l'Euro Ouais. 2016 où normalement, Ouais. vu le style du bonhomme et ce qu'on vient de raconter, Ouais. jamais il doit perdre à Jamais. domicile sur un but improbable. Ça se joue sur un Védère. poteau de Hein Gignac à la 88e minute. Attention, dans sa boîte à outils de l'époque, il n'a pas les mêmes outils. Hein. Mhm. Enfin, Il n'a je pas veux la dire, même équipe de France. ah, non. Plus on s'éloigne Tu vois, de Naïsna, mieux on est. Voilà. Merci Je- les je- amis. je pense qu'on y est. On Je va pense faire qu'on- une on est- pause et c'est pas fini. Respirez, on revient. Vous écoutez Radio Ma'arif. C'est reparti pour Radio Ma'arif, le podcast foot. On est en direct de Tanger, reçu par Julie Rosselin, l'analyste numéro 1 au nord du Loukos, on peut dire ça. Voilà, Ouais. voilà, qui est accompagné aujourd'hui de Raphaël, le héros de l'analyse tangéroise footballistique. C'est ça? On peut dire ça? Il est Le tennistique. Le Je sais pas confrère comment on de dit. Julie.
le confrère de Julie, et qui sur Twitter est repérable sous Raphaël Delvolvé, c'est ça? C'est absolument mon vrai prénom et mon vrai nom. Super. Julie Rosselin sur Twitter, c'est C'est trop tard maintenant, surtout. trop tard. Arrobas Trop tard. trop tard. Arrobas trop tard. Non, mais comment on te trouve? Je pense que je m'appelle Julie Rosselin aussi, mais d'un seul coup, j'ai un doute. Bon, mais dis-nous comment s'écrit Rosselin. R-O-2-S-E-L-I-N. Super, on va parler de la deuxième partie du tableau avec cette espèce de demi-finale un peu folle là, entre la Russie et la Croatie. Clairement, la Croatie techniquement est au-dessus. Les Russes ont complètement bloqué cette équipe, mais par le maximum de réussite, un but sur coup de pied arrêté, un miracle de Tcherichev, une espèce de grinta qui portée par leur public a fait douter les Croates jusqu'à cette séance de tir au but incroyable. Comment vous trouvez cette équipe croate, quoi? Est-ce qu'elle n'est pas un peu décevante par rapport aux noms qui sont posés sur la... Ils n'ont jamais réussi à imposer leur supériorité technique, quoi. Ils ont tremblé jusqu'au bout et ils auraient pu se faire sortir. Je les ai trouvés, pardon. Vas-y, je les ai trouvés exactement comme à l'Euro, en fait. Je trouve que les phases de poule ont toujours été assez convaincantes. Et puis finalement, elles déjouent sur l'élimination directe cette équipe croate. Après, il faut pas oublier, me semble-t-il, qu'elle est quand même à son deuxième match à prolongation. Donc je pense qu'il y avait quand même aussi un petit peu de fatigue face à la Russie, mais je la trouve finalement pas si... Tu sais, tu parlais C'est étonnant parce qu'en fait t'as l'impression que Modric, je le mettrais un petit peu en dehors quand même. Il fait quand même le taf, Modric, mais après les autres, je les trouve finalement trop discrets sur ces matchs-là, coup près. D'accord, parce que tu sais, tu parlais des matchs de poule de l'équipe de France qui étaient moyennement brillants. Ouais. Mais si tu regardes l'Espagne de tête, l'Espagne en 2010, elle commence par une défaite. L'Italie en 2006, je prends qui galère en poule, si je me rappelle bien. J'ai l'impression qu'une équipe qui commence petit a plus une tête d'arriver au bout qu'une équipe comme la Croatie qui, je sais pas, Raphaël, comment tu vois ça? L'Espagne en 2010 commence par une défaite. Ouais. Commence par une défaite 1-0 et n'encaisse plus un seul but jusqu'à la fin de un seul but jusqu'à la fin de la compétition. Autre histoire, autre joueur, autre dimension. Voilà. Là, on a toute la différence entre un match de poule et un match à élimination directe est résumée avec cette équipe de Croatie qui mérite quand même sa place elle aussi en demi-finale, qui a quand même démontré de belles choses durant sa phase de poule. C'est l'une des deux seules équipes à prendre les 9 points, etc. avec des superbes individualités, etc. Mais on sent tout de suite une espèce de crispation depuis 2 matchs. Donc ça commence face au Danemark et là ce soir encore face à la Russie, un match qui peuvent tuer je pense 3-4 fois durant le temps réglementaire et qu'ils ne parviennent pas à faire. Je ne sais pas, qu'est-ce qui grippe, qui se crispe, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est une crispation, mais pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, les entre guillemets les grosses équipes qui se disent que le tournoi est bien plus long que les 3 matchs de poule, c'est vrai qu'elles démarrent généralement en douceur, avec un peu une phase d'observation, une phase de fabrication, quoi, en quelque sorte, avant d'arriver à l'élimination directe. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que la Croatie commence directement très fort, en fait. C'est que les Croates ne peuvent pas oublier le fait qu'ils sont forcément, peut-être pas dans la poule des favoris, mais en tous les cas des challengers. Non, mais les gens qui commencent pas fort, ils le font pas exprès, ils mettent pas le frein à main. Ils commencent comme ils peuvent. Alors non, je suis pas trop d'accord avec ça. Ouais, moi, je pense que par exemple, tu crois que Deschamps s'est dit on est très fort, mais on va faire un match pourri contre le Pérou. Je pense que par exemple l'équipe de France, moi je remarque sur à peu près tous les tournois que tu as une très grosse phase d'observation et de ce que je t'appelle la fabrication, mais tu as une très grosse phase comme ça où ça se met lentement en place avant d'arriver. Et je pense pas que ce soit au final négatif, parce que tu es de toute façon sur des équipes, surtout dans des poules un peu faibles, tu es sur des équipes qui vont de toute façon passer. Moi je vais te dire, la Croatie, ce qui est aujourd'hui, on a quand même l'impression que très souvent l'équipe qui a le ballon perd, en fait. Voilà, l'équipe qui a le ballon, qui essaie de faire le jeu, qui essaie de prendre le jeu à son compte. Aujourd'hui, tu as des équipes qui sont très fortes parce que il y a 3-4 ans, la mode c'était la possession, la circulation de balles, les intervalles, la possession. Voilà, c'était le culte de la possession. Aujourd'hui, on est dans des équipes qui marquent quand elles ont la maîtrise de la transition défense-attaque et quand elles ont plus le culte de l'explosivité. Voilà, c'est
c'est le Liverpool de Klopp. C'est des équipes comme ça qui sont capables de jaillir très vite. Et si tu regardes les buts qui sont marqués, il y a énormément de coups de pied arrêtés et énormément d'actions de rupture. Voilà. La mythologie des 25 passes avant le but, je veux dire mais sincèrement. je crois pas que c'est la mythologie. Moi, je suis d'accord avec toi que on l'a même revu effectivement cette année que là maintenant c'est tout en verticalité et que le reste a quasiment plus d'importance. Mais la vérité, c'est que je pense que c'est parce que le jeu de possession, au fur et à mesure, est devenu caricatural en fait. C'est-à-dire qu'il est devenu contrable. Il est devenu stérile, il est devenu effectivement contrable, et qu'on est tombé en fait sur effectivement cette caricature du jeu de possession, qui donc du coup ne sert plus à grand chose. L'Espagne, c'est là on l'a bien tous vu, ça devient une caricature de la chose. C'était pas le jeu de possession de l'Espagne, c'était un non-jeu. Le jeu de possession de Guardiola il y a 7-8 ans, c'était un jeu de possession qui était 20 mètres plus haut, avec une verticalité sur la dernière passe, une prise de risque avec d'autres joueurs. Voilà, on n'avait pas du tout ça quand Ramos et Piqué et Busquets se faisaient des passes dans leur milieu de terrain. Cette Espagne, c'était autre chose. On passe à l'Angleterre. C'est une tête de vainqueur de Coupe du Monde, cette Angleterre, Raphaël. Ah, toi qui me demandais à quoi ressemble le jeu de l'équipe de France, à quoi ressemble le jeu de l'équipe d'Angleterre? Le jeu de l'équipe d'Angleterre, tu me poses la question? Est-ce que tu es capable de me dire comment joue l'Angleterre dans cette Coupe du Monde? Oui, Non, mais c'est intéressant. Le jeu de l'équipe d'Angleterre, déjà, c'est une équipe qui techniquement a beaucoup moins de talent que la France. C'est-à-dire que si tu enlèves Harry Kane, qui est pour moi un joueur de classe mondiale, tu peux prendre ligne par ligne. Il y a très peu de joueurs qui seraient titulaires en France ou en Belgique, sur les côtés, au centre. Voilà. Certes, le gardien est nettement au-dessus de ce qu'on avait l'habitude de voir en Angleterre ces dernières années, et il est en une espèce de transe qui a traversé d'ailleurs tous les gardiens depuis là. Mais c'est une équipe, pour moi, limitée, qui fait ce qu'elle peut, qui lutte contre une espèce de malédiction qui fait qu'elle a été toujours limitée, qui a une chance incroyable d'être dans un tableau où il y a une place pour aller jusqu'en finale, voilà, qui est portée par une ferveur populaire telle qu'on n'avait pas vu depuis des années. C'est quand même un grand pays de foot qui était privé de grandes compétitions parce que quand tu avais Lampard, Gerrard au milieu de terrain, que tu avais Rooney devant et que tu avais ce genre de joueurs, Beckham pendant des années, ils ont passé du Nicky Butt, des joueurs nettement supérieurs à ce qu'on a vu, ça n'a rien donné. Voilà, celle-là elle est sur d'autres valeurs, c'est sérieux, c'est appliqué, c'est pas brillant, ça avance, ça passe. Pour moi, ça peut aller au bout, mais presque sur un malentendu et sur un alignement des astres super rare, c'est-à-dire qu'ils sont là où il faut, au moment où il faut, voilà, sans être forcément brillant et avec un style qui impose ses limites. Sans être attendu, ils ont joué sans pression depuis le début de la compétition. Exactement. Ils sont tous surpris en Angleterre, ils s'y attendaient pas. Après, je trouve, moi on parlait des coachs tout à l'heure, et je trouve que Southgate, pour le coup, a quand même réussi à sortir le meilleur de ces joueurs. Je te trouve un peu dur. Je trouve qu'ils sont pas. T'as pas dit qu'ils étaient sans talent, mais tu les trouves quand même limités. Ah, je trouve limités. Ils n'aiment pas les buts sur coup de pied arrêté. Non, mais je pense ils en marquent beaucoup. Je pense qu'ils sont limités parce qu'ils sont notamment jeunes et qu'ils sont encore dans leur club dans des positions de jeunes, tu vois, alors que si tu compares avec l'équipe de France qui est la deuxième équipe la plus jeune, t'es sur des joueurs qui sont déjà à leur poste dans leur club, positionnés depuis plusieurs années, depuis plus d'années que les autres. J'ai du mal. Mais après, moi, je trouve que par exemple sur un Lingard, je trouve qu'il fait un très bon mondial, et ça. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vu faire en club ce qu'il fait aujourd'hui en sélection. Lingard, pour toi, serait titulaire en équipe de France? Non, je t'ai En pas dit équipe ça. de Belgique? Non, je t'ai pas dit ça. En équipe de Croatie? Ouais. Sincèrement? Ouais, je pense. Sterling, tu le mets dans quel niveau d'attaquant? Non, mais pareil, tu vois, par exemple, Raheem Sterling, non, mais pour moi, ce sont les besogneux. Non, mais pour moi, Raheem Sterling, non, parce que Sterling a un problème d'efficacité. Moi, je suis supporter de l'équipe d'Angleterre. Et Sterling, il a un problème d'efficacité qui est bien plus important que celui d'Olivier Giroud, mais tu ne peux pas lui enlever le fait. J'adore le foot anglais, j'adore le rock anglais, j'adore. Non, mais tu ne peux pas lui enlever. Mais je suis lucide. Par exemple, un Sterling, effectivement, il est ultra besogneux, mais surtout, tu peux pas lui enlever l'impact de ses courses, qu'il pèse sur les défenses. Effectivement, après, il est maladroit. Il a un gros problème de réalisation. Mais après, Raheem Sterling, ils sont là.
Ils sont là. Est-ce que pour vous, c'est une équipe qui peut aller au bout? Je vous pose la question. Qui a au moins le profil d'un finaliste, clairement. Bah, de toute façon, tout le monde peut aller au bout. On est en demi-finale maintenant. On a la Il crème reste de la un crème. match, Pour moi, donc, je vous dis, on est vraiment vous vous rendez chanceux. compte qu'on va non. avoir, Et on peut pas dire qu'on a la crème de la crème. C'est Ah, pas vrai. Si tu comptes un Brésil-Belgique comme une potentielle demi-finale, Pourquoi on n'a pas la crème de la crème? parce qu'il n'y a pas la pour- squadra azzurra, ça non, c'est sûr. pas du tout. Mais parce que, par exemple, pour moi, le Brésil était clairement l'équipe qui avait montré le plus de choses. Je pense que le Brésil Mais il n'y a devait pas de note T'es la plus artistique, solide sur le il y a pas- papier. Il n'y a pas de note artistique. Non, Si effectivement. Coutinho, et je sais que si j'adore ce joueur, foire sa frappe, si Courtois sort le match de sa vie, si Oui. voilà, qu'est-ce que tu Après, veux tu faire? me demandes sur les parcours. Si on regarde sur les parcours, pour moi, le Brésil était plus, entre guillemets, méritant que l'équipe d'Angleterre. Même si j'ai aimé le match des Anglais, même si moi aussi, tu vois, je suis très contente qu'il soit à ce stade-là, mais le Brésil avait quand même montré beaucoup plus de choses. Et hier, ce match, tu peux le refaire plein de fois. Je suis pas sûr que les Belges le gagnent. Ah oui, mais c'est ça la beauté du foot. Hein. Mais C'est bien c'est sûr. un sport à score bas. Et parfois, il suffit d'un but ou d'un poteau rentrant qui sort ou d'un poteau sortant qui rentre. Et ça se joue très souvent comme ça en Coupe du Monde. En tout cas, ces dernières années. Merci les amis. C'était sur cette Merci à glorieuse toi. phrase. Merci à toi. Ça se joue souvent sur Des détails. des détails. Voilà. Qui peut s'appliquer à plein de situations dans la Voilà. vie. Et d'ailleurs, justement sur cette phrase-là, ça fait partie des points sur lesquels cette équipe de France est difficile à cerner. C'est l'extraordinaire capacité de Didier Deschamps à ne rien dire. À ne rien dire. C'est-à-dire que La langue de bois? non, Ouais, ça, c'est très, on est très dans fort. l'art, quoi. Ouais, c'est Je veux très dire, fort. rien, que dalle, wello. C'est une compilation personne ne sait ce que Didier Deschamps pense du football. Personne ne sait comment Didier Deschamps veut jouer. Personne ne sait comment. Et ça, Didier je sais Deschamps... que t'aimes pas. Ah, ça me tue. Ça Parce que t'embarrasse. moi, j'aime entendre les gens parler de foot. C'est comme Zinedine Zidane. Ah, c'est Tu ça. peux pas savoir Et ce c'est qu'il pour pense ça que j'ai vraiment. mis des années, et je le dis franchement en toute honnêteté, à comprendre que ce bonhomme était très fort, parce que ce qu'il disait était tellement plat que je ne le voyais pas brillant dans l'ombre. Mais c'est un Voilà. mec comme ça, Didier Deschamps. C'est Eh un ben, mec écoute. qui cache les choses, Alors, qui ne se confie pas, qui je ne sais- contrôle, je- qui dans le contrôle très souvent. Est-ce que vous pensez qu'il pratique la langue de bois tout en sachant qu'il pratique la Oui, langue de oui, bois ou que oui, lui, oui. il a l'impression de dire quelque Non, chose il protège. Non, il je le sais fait pour pas. le bien de son équipe. Non. Il le fait pour- avec cynisme. Non, avec professionnalisme. Avec professionnalisme. Il le fait sans état d'âme, tu vois. Il décide de ne, comme un homme politique. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne rien dire, je peux parler 2 heures en ne rien disant. Voilà. Non, mais c'est un don. Voilà, c'est un don. Ça t'agace. Ah, ça m'agace parce que j'aime bien comprendre ce que tu veux faire, tu vois. Parce que pour Est-ce moi, que tu as déjà compris José Mourinho? Est-ce que tu aimes José Mourinho? Non, pas, ouais, enfin, j'aime bien jouer. Est-ce Ah, est-ce que bon, là, on est-ce est que tu as dans déjà autre entendu chose. José? Très bien, je comprends très bien ce qu'il veut faire. Tu vois, c'est pareil. Il Non, veut non, protéger, non, ça n'a rien à voir. protéger. Ah oui, Non, dans non. l'esprit de protection. dans l'esprit- non, je mais comprends ne ce qu'il dis veut dire. rien, José Dans Mourinho, l'esprit de dans ses- protection de sa sélection. Il ne de son- dit de rien, son mais on club. comprend ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'en attaquant l'arbitre, il protège ses joueurs. Non, mais il prend- voilà. Je crois que Didier Deschamps, c'est la même logique, la même stratégie. C'est possible. Protégez-le, On tu peut vois. pas savoir. On Bon. ne saura jamais. Bon, on verra. Bah écoutez, on se revoit peut-être en finale, peut-être je sais Avec pas, grand pour le match plaisir. pour la 3e place, peut-être Ouais. avec un 1-2-3-0 là, je sais pas. Bah, écoutez, je vous le souhaite. Bah, j'espère que tu chanteras avec nous surtout. Bah, j'espère surtout que vous écrirez une nouvelle chanson. Parce que peut-être que la France c'est peut-être pas un pays de football pour toi, mais on, Ah non, on c'est sait pas ce que fêter j'ai nos dit. victoires. On sait fêter nos victoires. C'est un On va- grand on va te débat. le prouver. Mais on va continuer ce débat. Merci les amis et à la prochaine.